Troisième et dernier volet, le sujet productivité. Alors, oui, la productivité, je pense, je me mets à la place des personnes qui veulent lancer une activité. C'est pas simple tout de suite d'avoir les bons réflexes d'organisation, d'arriver à atteindre les objectifs que l'on veut. Ben, les journées défilent très vite pour beaucoup de monde. Et j'aimerais que tu partages avec nous un peu ben, comment est-ce que toi tu organises déjà tes journées de travail avant de creuser un peu plus le sujet par la suite. Ouais, alors moi j'ai une organisation qui est un tout petit peu modifiée en ce moment, mais je vais te donner ma journée type comme je l'ai prévu. Bon, je vais t'expliquer un petit peu après en quoi elle a été modifiée là. Faut savoir qu'actuellement, cette organisation, elle me permet notamment, sur la partie vente de plugins, de travailler très peu sur les plugins. Je travaille, quand je fais cette organisation-là que je vais expliquer, Mhm. je travaille entre 20 et 30 minutes par jour sur la partie vente de plugins. Ok. Et sachant que je fais entre 4 et 5 000 euros avec Ah, cette partie-là en fait. ah d'accord. Donc je sais pas comment ça fait, 20 minutes ça fait à peu près un peu plus entre 1 et 2 heures par semaine en fait. Ok. Et en fait, du coup, comment je m'organise, c'est que le lundi, en fait, je planifie toute ma semaine. Donc je sais, en fait, j'ai même une planification sur 3 mois. En fait, sur 3 mois, je sais les gros objectifs que je veux atteindre. Et après, par rapport à ces objectifs, tous les lundis, je planifie toute ma semaine. Après, une fois que j'ai planifié toute ma semaine, bah, chaque journée, elle va se dérouler comme ça. À 9 heures, je vais commencer sur la tâche la plus importante. Et on pourra reparler de l'important et de l'urgence si tu veux après, parce que justement, il y a une différenciation importante à faire là-dessus. Donc je commence par la tâche la plus importante. Et souvent, j'ai qu'une seule tâche importante dans la journée. Pourquoi je commence à 9 heures par cette tâche la plus importante? Parce que c'est là que j'ai le plus d'énergie en fait. Je vais vraiment pouvoir donner toute mon énergie, toute ma concentration sur cette tâche. Ensuite, à midi, je fais une vraie pause de à peu près 50 minutes, 1 heure. Donc quand je dis une vraie pause, ça va être, je vais regarder des vidéos YouTube, mais souvent des vidéos plutôt pour me détendre en fait, tu vois. Mhm. Je vais faire de la batterie. J'ai une batterie juste à côté dans mon bureau, là, je vais faire de la batterie. Euh, voilà, éventuellement, je vais lire aussi. Euh, voilà, je vais me balader dehors dans le jardin ou des choses comme ça. Je vais vraiment faire une vraie pause pour me reposer. Ensuite, je reprends le travail sur ma tâche importante si elle n'est pas terminée. À 15 heures, je traite mes mails. Donc, je ne les ai pas traités avant. Mes mails, je ne les ai pas ouverts avant. Je n'ai pas ouvert ma boîte mail avant. Et à 17h30, à 17h, je clôture ma journée, c'est-à-dire que je vois si j'ai bien fait ma tâche importante et les petites tâches qui étaient prévues. J'essaie de voir si j'ai vraiment traité tous les mails qui étaient vraiment importants et urgents. Euh, et je vérifie que j'ai bien ma journée du lendemain qui est bien planifiée, sachant que de toute façon, normalement, elle est déjà planifiée vu que je l'ai planifiée le lundi. Mais voilà, je regarde si par exemple une tâche n'était pas terminée et que je la décale au lendemain, je regarde si ça va quand même essayer de rentrer dans ma journée, etc. Une fois que j'ai fait ça, c'est un petit truc que j'ai rajouté et que je note dans un carnet. En fait, j'appelle ça, je lui trouve un nom mieux, mais j'appelle ça mon top et mon flop. Je note ce que j'ai trouvé vraiment cool dans ma journée Ok. et ce que j'ai vraiment trouvé nul dans ma journée. Le but, c'est au final, ça c'est assez récent et on va voir à terme ce que ça donne, mais le but, c'est au final de les reprendre régulièrement, peut-être tous les mois ou tous les 15 jours, regarder et voir s'il y a des trucs récurrents qui reviennent. Genre dans les tops, ok, là, à chaque fois que je fais ça, je suis content, ça me plaît bien et j'avance bien. Et dans les flops, à chaque fois que je fais ça, c'est nul, je perds du temps, ça me plaît pas, puis je le note dans mon journal à la fin, ce que j'ai pas aimé. Et l'idée, c'est derrière, qu'est-ce que je fais de ces trucs-là? Est-ce que je continue à le faire? Est-ce que je le délègue? Est-ce que je l'automatise, etc. Ok. Donc, l'idée, c'est ça. Et comme je te disais, j'ai un peu modifié récemment parce que pour pouvoir automatiser la partie vente de plugins et y travailler que quelques heures par semaine, j'ai délégué la partie SAV en fait. Et en faisant ça, le SAV a un peu baissé au fur et à mesure. Au début, il n'y avait pas de problème, tout le monde suivait les procédures que j'avais mis en place, etc. Et au fur et à mesure, il y a une petite baisse de qualité. Donc là, en ce moment, je suis revenu et du coup, je traite mes mails 3 fois par jour, une fois le matin, une fois à midi et une fois à 15 heures. D'accord. Enfin, mes mails de SAV uniquement. Donc du coup, j'y passe plus de temps en ce moment pour remettre les choses à niveau, revoir où ça pêche, etc. Mais le but, c'est de revenir à ma journée type
parce que c'est là que je suis le plus productif. Ok. Ah, d'accord, ça fait quand même une journée bien pleine, tout ça. Et tu me disais, bah, je l'avais noté, important et urgent. Ouais, alors l'important en fait, c'est ma définition, c'est la définition de beaucoup de gens. L'important pour moi, c'est ce qui fait avancer mon entreprise. L'urgent, c'est ce qui a tout simplement une date à laquelle ça doit être fait. Euh, je vais prendre un exemple. Si tu as ta déclaration de TVA à faire, parce que tu fais ta compte à toi-même, si tu as ta déclaration de TVA à faire, tu vas avoir une date pour la faire. Ok? Si tu ne la fais pas, tu auras une amende parce que tu l'as fait en retard. Ça, c'est urgent. Disons que si c'est demain que tu dois faire ta déclaration de TVA, tu n'as pas le choix, il va falloir la faire aujourd'hui ou demain. Donc là, il y a de l'urgence. Par contre, c'est absolument pas important. Ça ne changera absolument rien dans ton business, en fait. Tu vois, c'est pas ça qui te fera avoir plus de clients, c'est pas ça qui te fera travailler plus vite, c'est pas ça qui améliorera les produits que tu livreras à tes clients, etc. Donc, c'est là qu'il faut définir l'important et l'urgent. Donc, l'urgent, c'est vraiment un truc où il y a une date obligatoire, et j'ai envie d'aller plus loin, c'est qu'il y a une date où ça doit être fait, et si c'est pas fait à ce moment-là, il y a des conséquences négatives. Ok. Parce que parfois, on se donne des dates et on s'est juste donné une date, en fait. Tu vois. Il y en a qui fonctionnent comme ça, moi je fonctionne pas comme ça. Hein. Il y en a qui ont besoin de se mettre une date pour le faire. Moi, j'ai pas besoin de me mettre une date pour faire les choses. Donc pour moi, quelque chose d'urgent, c'est quelque chose qui a une date et qui derrière a des conséquences négatives si c'est pas fait. Euh, Après, tu as l'important. L'important, c'est vraiment ce qui va faire avancer ton entreprise. Dans mon cas, par exemple, tu vois, faire un interview avec toi, c'est quelque chose pour moi d'important dans la mesure où je vais aller toucher une autre audience que je ne connais pas. Ça peut améliorer mon référence naturelle, etc., etc. C'est des choses qui sont importantes pour mon entreprise parce que je sais que ça va m'amener plus de clients et avoir plus de clients me fait gagner de l'argent et Ouais. améliore mon entreprise. Autre chose d'important, ça peut être améliorer ma formation en ligne sur voilà, des cours où on m'a relevé euh, des petits détails où les gens ne comprenaient pas certaines choses, soit refaire ce cours-là pour qu'il soit plus clair, etc. Parce que derrière, je veux des clients satisfaits qui vont me faire des commentaires, qui vont me faire des témoignages que je pourrais utiliser pour vendre plus, etc. etc. Donc du coup, il faut vraiment identifier l'important et l'urgent. Et moi, donc, tu l'as vu, dans ma journée, je commence par l'important. Et en fait, l'urgent, pour moi, c'est essentiellement le traitement des mails. Ok. Et donc, je traite l'urgent en dernier, en fait. D'accord. Donc, ça peut paraître bizarre, mais clairement, je traite l'urgent en dernier. La seule règle que j'ai avec l'urgent, c'est que ça doit être fait avant la date en Ok, ok. question. Donc, D'accord. du coup, s'il me faut 20 minutes pour le faire, en gros, j'exagère, mais je vais le faire 20 minutes avant la date, quoi, tu vois. Hein, D'accord. Ok, j'exagère un ok. peu, mais c'est ça l'idée, c'est que moi, je priorise toujours l'important. Ok. Ça te permet de faire avancer réellement ton business, on va dire. Le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, l'important, il y a aussi ça, c'est que ce qui est important, en règle générale, c'est quelque chose qui est compliqué. Qui est compliqué, qui demande du travail et qui va demander de la concentration et de l'énergie. Si tu commences à faire ça, une fois que tu as fait tout l'urgent, des trucs qui te saoulaient, que tu n'avais pas envie de faire, C'est qu'il est plus dur. 14 heures, tu as tout traité en urgence, tu n'as pas encore mangé, tu vas manger en speed, tu reprends le travail parce qu'il faut que tu fasses ce truc important, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de concentration, tu n'as plus de volonté, et puis tu n'as même plus le temps, de toute façon, Ok. sinon tu vas finir à 22, à 21 heures. Quoi. Euh, Moi, par rapport au problème de dos que j'expliquais avant dans, dans- dans la partie blogging, Oui. euh, je m'interdis de finir après 17h30. Ça peut arriver très rarement, mais l'objectif, c'est de finir à 17h30. Ok. Du coup, si je commence une tâche importante à 14h, j'ai plus beaucoup de temps pour la faire, en fait. Et du coup, l'idée derrière ça, en fait, c'est vraiment d'utiliser le maximum de ses capacités pour faire avancer son entreprise, donc en faisant les tâches importantes, et après simplement de gérer l'urgent, parce que ça doit juste être géré, c'est pas forcément quelque chose qui a besoin de beaucoup d'énergie, etc. Un client qui a besoin d'une réponse, la réponse, ça peut être triviale, il a juste besoin de la réponse en temps et en heure, en fait. Donc voilà. Et après, si on veut aller plus loin, il y a des choses où justement, souvent l'urgence, c'est bien de le déléguer en fait. Soit de le supprimer, soit de le déléguer. S'il n'y a rien d'important dedans, on Ok. peut tout à fait le supprimer ou le déléguer en fait. Ok, ok. Il y a pas mal d'approches super, super intéressantes. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui bosse de chez elle? C'est ton cas, c'est mon cas. Ça serait quoi la chose à faire ou la chose à ne pas faire quand on travaille, voilà, de sa maison? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Moi, ça fait un bon moment que je travaille chez moi et je peux te partager plusieurs choses. Déjà, avoir une vraie pièce pour pouvoir s'isoler en fait.
C'est drôle, quand j'ai acheté ma maison, j'ai visité des maisons et la personne de l'agence immobilière nous faisait visiter des maisons où elle disait, bah voilà, j'avais dit j'ai besoin d'un bureau. Et au bout de 4-5 maisons, elle me présentait toujours des maisons qui ne me convenaient pas parce qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais dire par un bureau. J'avais dit que je travaillais chez moi, mais elle s'imaginait, j'avais juste besoin de poser un bureau, quoi. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, on visitait des maisons et je disais, bah, je le mets où le bureau? Il fait, bah là, vous avez la place. Puis en fait, on était carrément dans le couloir, là, tu vois, où tout le monde passait toutes les 5 minutes. Ou alors, le bureau, il était dans la salle avec la télé à côté et puis les enfants qui allaient regarder la télé en même temps. Je fais, non, il me faut une pièce, un bureau, une pièce. Donc ça, c'est un premier conseil que je peux donner, c'est que avoir une vraie pièce à soi, où bah, c'est un peu votre sanctuaire. En gros, c'est que c'est la pièce de... Moi c'est la pièce de papa dans la maison, en fait. Les enfants, ils peuvent rentrer dans le bureau, mais sous certaines conditions, et jamais il y a un jouet qui va traîner dans le bureau. C'est que les affaires de papa qui sont dans cette pièce-là, en fait. Et l'intérêt de faire ça, c'est que il y a une vraie limitation entre la vie de la maison et le travail, Ok. pour la famille autour. Et du coup, ils vont beaucoup moins venir vous déranger, en fait. La deuxième règle ultra importante, c'est d'interdire les interruptions. Si on travaille chez soi, en fait, on est facilement interrompu par plein de choses. Moi, mon téléphone est en mode silence, par exemple. J'ai la règle à la maison, quand les enfants sont à la maison le mercredi, c'est que ils n'ont pas le droit de rentrer dans le bureau. Alors, pour le coup, la règle est un peu... ils font une petite entorse à la règle de temps en temps parce qu'ils savent que le mercredi, je fais des journées assez soft pour justement pouvoir être dispo pour eux, en fait, pour pouvoir m'arrêter. Et puis, je prends un café ou un... Enfin, je prends plus de café, mais je prends un thé et je vais jouer rapidement à un jeu de société qui prend 10-15 minutes avec eux, des choses comme ça. Donc, en fait, cette journée du mercredi, je me mets une tâche importante, mais assez courte à faire, ce que je fais le matin assez tôt. Et après, je fais que des tâches vite fait, des bricoles qui me restent à faire. Mais pour le coup, voilà, si c'est autre chose qu'un mercredi, par exemple, quand ils rentrent de l'école, ils savent que je n'ai pas fini mon travail, ils viennent me dire bonjour et après, c'est tout. Ils ne rentrent plus dans le bureau, c'est interdit. Donc, il y a vraiment les interruptions. Donc, après, au niveau des interruptions aussi, il y a votre téléphone. Hein. Votre téléphone, il faut enlever tout ce qui est notification. Il y a le téléphone fixe, il faut empêcher qu'il sonne. Moi, il est en mode silence en permanence. Voilà, tout ce qui est interruption, faut essayer de l'enlever au maximum. Ce que j'explique aussi, c'est de faire attention à son énergie. Je disais, je bois plus de café parce que moi, j'ai constaté que le café, ça me donnait un boost d'énergie, mais après, j'avais un down énorme. Je fais attention aux heures auxquelles je me couche et aux heures auxquelles je me lève pour être au maximum de mon énergie. Et comme je disais, je commence ma tâche importante le matin pour utiliser un maximum mon énergie. On l'a dit aussi, l'important et l'urgent, c'est important de bien le différencier quand on travaille chez soi, parce qu'on a vite fait de partir dans tous les sens et faut pas oublier qu'on est tout seul en fait. Et c'est une grande liberté parce qu'il n'y a personne qui vient nous dire ce qu'on doit faire, mais c'est un gros problème aussi parce qu'il n'y a personne qui vient nous dire ce qu'on doit faire. C'est en gros, on peut partir dans tous les sens, passer notre temps à éteindre des incendies et jamais avancer en fait. Donc il faut vraiment différencier et pas forcément comme moi, mais au moins caler vos journées pour dire ça, faut que ce soit fait parce que c'est important en fait. Et le dernier truc que je dirais qui fait vraiment avancer les choses, c'est de créer des procédures au fur et à mesure. Les procédures, l'idée, c'est tout simplement, quand on a une tâche récurrente à faire, de noter toutes les étapes une par une. Je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, peut-être Virtual Freedom. C'est un livre sur la délégation, mais ils expliquent comment faire des procédures. Et en fait, une procédure, elle doit être capable d'être faite par un enfant de 7 ans, en fait, tout simplement. Et l'idée derrière ça, c'est que la procédure, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous ou pour la déléguer à quelqu'un. En gros, vous faites une tâche récurrente. Si vous suivez votre procédure, vous ne pouvez pas la rater, en fait, parce que toutes les étapes sont indiquées. Et l'intérêt, c'est que si vous revenez sur cette tâche que vous n'avez pas fait depuis 3 semaines, vous avez un peu oublié, en suivant la procédure, elle sera parfaite. Ouais. Donc déjà, pour vous, c'est un gros avantage. Et après, quand vous allez déléguer, la personne elle a juste à suivre la procédure. Si le résultat n'est pas ce que vous attendez, c'est soit que la procédure n'est pas bonne, soit la personne n'a pas pas suivi la procédure. Et du coup, c'est super simple, c'est qu'on vérifie la procédure. Ok, la procédure est bonne, donc du coup, tu as mal fait le taf. Donc là, elle fait 1, 2, 3 fois mal. À un moment, il va falloir trouver une solution. Voilà. Et l'intérêt de la procédure, c'est un juge de paix, en fait. Et qu'en gros, la procédure, elle est là, soit elle fonctionne, soit elle fonctionne pas, mais c'est tout. Ça me fait Donc, penser à... j'ai bossé pendant 8 ans dans une grosse multinationale allemande.
ultra efficace dans le travail et tu te rends compte que la base, c'est des choses toutes simples. La procédure en place, la checklist pour vérifier que tout est bien fait et tout est organisé de cette manière. Et au Mhm. final, ça donne des résultats fantastiques juste en ayant un peu de rigueur dans le travail, en définissant correctement les choses. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça en fait. La rigueur. C'est drôle parce que tu vois, j'ai plein d'amis qui sont employés, etc., qui me disent c'est trop bien, travailles pour t'as travaillé à ton compte, tu as toute la liberté que tu veux, tu peux te lever à l'heure que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est vrai, j'ai ce choix-là, mais en fait, c'est mon fonctionnement, je sais pas si c'est une généralité, mais je pense quand même que c'est un bon conseil à donner, c'est qu'il faut être à l'intérieur de soi, il faut avoir un patron qui est assez rigide en fait, qui soit capable de dire non, non, mais oh, tu te lèves pas à 10h30, tu as du taf, tu te lèves, tu vas bosser. Etc. La seule chose où moi, à un moment où si j'ai vraiment bien bossé dans ma journée, que je suis fier de mon travail, ok, je vais pas bosser jusqu'à 17h30 pour Ok. bosser jusqu'à 17h30. Mais par contre, je vais toujours me lever à l'heure. Je crois qu'en 10 ans, c'est tombé extrêmement rare. Je me lève après 8h30 ou 9h, quoi. Et encore 9h, je suis déjà en retard, hein, si je me lève à 9h. Et, euh, et voilà, après, voilà, comme tu dis, des procédures, des Ouais. checklists, et tu les suis, quoi. Et moi, je me prends encore des fois à faire le truc, je fais, ah bah non, ça marche pas. Je fais, bah t'as qu'à suivre la procédure, hop, et tu suis la Ouais. procédure. Le- Tu te ouais. remets un peu toi-même à ta place, en Ok. fait. Et cette liberté, elle est à double tranchant, quoi. C'est que c'est vachement bien, tu peux faire plein de choses. Toi, moi, le mercredi, je passe tout le temps avec mes enfants. Mais tu dois aussi être super rigoureux avec toi-même, Oui, en fait. oui, oui. Bah, je partage avec toi juste le truc qui m'aide personnellement parce que voilà, ça fait quelques mois maintenant que je bosse depuis chez moi. Et mes projets sont encore en phase de lancement, développement, donc il y a énormément de choses à faire et il y a beaucoup d'objectifs stratégiques qu'il ne faut pas rater. Et du coup, j'ai en face de moi un tableau où j'affiche mon programme sur 3 mois, comme ce que tu évoquais. C'est quoi les Mhm. objectifs majeurs? Et j'ai aussi mon agenda qui est imprimé devant moi. Bon, j'ai aussi deux, trois petits trucs qui me permettent aussi ben voilà, de garder la bonne motivation, la bonne concentration, d'avoir des priorités qui sont bien définies, etc. Et c'est vrai que pour faire avancer les choses, c'est capital de travailler son organisation dans le travail. Et Ouais, peut-être. moi je sors tout de ma tête en fait, hein. Moi j'utilise pas forcément j'affiche pas forcément les choses, mais j'utilise des logiciels en fait Ok. qui délèguent le fait de devoir se rappeler des choses qu'on a à faire en fait. Ouais, Notre cerveau il est fait pour résoudre des problèmes. La mémoire, on peut déléguer ça à des logiciels en fait. d'accord. J'ai juste une dernière question. En termes de lecture, qu'est-ce que tu conseilles? Enfin, c'est quoi les bouquins qui t'ont marqué? Tant sur le côté organisation que sur le côté approche business. Euh, Le top 3, voilà, pour... ouais, il y a clairement la semaine de 4 heures. Mhm. Je l'ai lu en même temps que. En fait, je l'ai lu 3 fois ce livre. Je l'ai lu une première fois il y a longtemps. Je saurais plus dire la date. Je l'ai lu une première fois il y a longtemps et j'ai trouvé que tout ce que disait Tim Ferriss était complètement stupide. Ça me sortait trop de ma zone de confort en fait. Trop de ma façon de penser habituelle. Il faut savoir que toute ma famille autour de moi sont tous des employés en fait, Oui. même fonctionnaires. Donc le côté entrepreneurial, Mhm. c'est vraiment l'opposé. Euh, et du coup, voilà, Tim Ferriss, voilà, dans ce qu'il expliquait, moi j'avais vraiment du mal à adhérer. Donc, j'ai lu une première fois et je l'ai lu jusqu'au bout parce qu'on m'avait appris à lire les livres jusqu'au bout. Euh, Ce qui est d'ailleurs est drôle parce qu'à un moment, Tim Ferriss dit dans son livre qu'on n'est pas obligé de lire des livres jusqu'au bout. On n'est pas obligé de perdre son temps. Si on a lu la moitié du bouquin et qu'il est nul, on n'est pas obligé de le lire jusqu'au bout. Je suis arrivé à ce passage-là, j'ai fait, ben, je fais quoi? Je le continue ou pas? Et je l'ai continué, alors que j'étais absolument pas d'accord avec le bouquin. Donc, comme quoi, les idées sont bien ancrées dans la tête. Euh, et puis, j'ai relu ce livre une deuxième fois, à l'époque où je commençais à avoir des problèmes de dos, etc. Et j'ai appliqué des conseils de Tim Ferriss, notamment de ne plus répondre au téléphone, de le mettre en mode silence, et de mettre un message pour dire aux gens de nous laisser un email. Quand j'ai fait ça, ça a juste débloqué presque 1h30, 2 heures par jour, en fait, Wow. dans mon travail. Donc, vu l'efficacité du truc, j'ai relu le bouquin et j'ai appliqué d'autres choses dedans, notamment le 20-80 sur les clients.
C'est-à-dire qu'en gros, tu gardes 20% de tes clients qui sont les meilleurs et tu enlèves 80% des moins bons. Oui. Et tu cherches le profil de ces 20%, tu cherches à dupliquer en fait ces clients-là. C'est comme ça qu'en fait je suis arrivé à un moment, j'avais de moins en moins de clients jusqu'au moment où j'en avais plus du tout et je faisais plus du tout de prestation de service, je faisais de la vente de produits et j'ai fait le 20-80 à chaque fois. Donc voilà, la semaine de 4 heures, le bouquin de Tim Ferriss, beaucoup de gens le conseillent, mais c'est juste parce qu'il est énorme ce livre. Il casse vraiment des barrières. Et un autre livre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Virtual Freedom en fait, qui est génial pour apprendre à faire des procédures et déléguer. Moi, quand j'ai automatisé la partie vente de plugin PrestaShop, ce bouquin m'a beaucoup aidé en fait, parce que je cherchais comment déléguer, j'avais aucune connaissance là-dedans, et je voulais pas faire n'importe quoi parce que déléguer ça coûte de l'argent. Et il m'a fait comprendre plein de choses, notamment que la délégation, pour bien le faire, il faut être prêt à 1, perdre de l'argent, 2, perdre du temps en fait. Et en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas prendre quelqu'un pour faire une tâche, la personne, elle n'est pas dans ta tête. Donc toi, tu vas devoir sortir tout ce que tu as dans ta tête, d'où l'idée de faire des bonnes procédures. Tout ce que tu n'auras pas mis sur ta procédure, la personne, elle ne le devinera pas. Et elle fera autre chose en fait que ce que tu attends. Donc tu vois, ça c'est des choses que tu comprends grâce en lisant le bouquin. Te remettre en question en permanence. Dès qu'il y a un problème qui est pas bon, tu regardes ta procédure. Si c'est ta procédure qui est fausse, c'est de ta faute. Donc tu n'as rien à dire à la personne à qui tu as délégué. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et voilà pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent et du temps. C'est qu'au début, en gros, et moi c'est clairement ce qui s'est passé, c'est que pendant une certaine période, il y a un temps d'apprentissage qui est incompressible. Et pendant cette période-là, tu payes la personne et tu passes autant de temps à lui apprendre à faire les choses que toi, tu aurais appris à les faire toi-même directement. Donc si tu te lances dans la délégation quand tu n'as pas assez de temps, ce que souvent les gens font, c'est-à-dire qu'en fait, ils se lancent dans la délégation quand c'est trop tard et qu'ils n'ont plus de temps. Il faut te lancer dans la délégation quand tu as encore une marge de temps, en fait. Et si tu te lances dans la délégation parce que tu n'as pas d'argent, voilà, tu peux pas dépenser de l'argent pendant un certain temps sans en regagner tout de suite. Tu te dis, je vais déléguer ça, puis je vais en gagner là. Tout de suite, là, ça fonctionne pas. Parce que quand tu délègues, ça fonctionne pas au début, en fait. Donc ce bouquin m'a appris tout ça. En troisième bouquin, c'est un bouquin qui n'a rien à voir avec le business, mais qui est génial en fait et qui m'aide dans le business. C'est drôle. C'est 10% plus heureux de Dan Harris. C'est un livre sur la méditation. Pour la petite histoire, Dan Harris, c'est un reporter au Daily News, je crois, aux USA, c'est un secteur où ils se tirent tous dans les pattes, en gros, entre reporters pour avoir le meilleur sujet, etc., etc. Et ils sont très envieux les uns des autres. Et lui, c'était quelqu'un d'extrêmement compétitif et exigeant sur lui-même. Moi, ça me parlait bien, en fait, parce que je suis aussi quelqu'un d'un peu comme ça, en fait, assez compétitif et assez exigeant. Et en fait, Dan Harris, c'est quelqu'un, d'ailleurs, je crois que la vidéo est sur YouTube, qui a fait une crise de panique pendant un direct, en fait, à la télé, donc devant des millions de téléspectateurs. Et derrière ça, son patron lui a demandé, il faudrait simplement que il a changé, en fait, la thématique sur laquelle il était, et il lui a demandé d'aller s'intéresser aux gens qui faisaient aux bouddhistes, en fait. Et alors lui, très, très clairement, ça ne m'intéressait pas, il trouvait ça, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, donc il trouvait ça, c'est des illuminés, des gens un peu perchés, quoi. Mais il a été obligé de le faire, et à force d'être en contact avec ces gens-là, ça l'a amené à comprendre en quoi la méditation était intéressante pour lui et pour tout le monde, en fait. Et moi, en lisant ce bouquin, en fait, il y a vraiment énormément de choses qui ont résonné avec ma façon de vivre les choses et de ma façon d'être, en fait, tout simplement. Je ressemble beaucoup à Dan Harris en fait dans la façon dont il approche les choses. Et du coup, ça m'a fait comprendre en quoi la méditation pouvait être intéressante pour moi. Du coup, maintenant, je pratique la méditation depuis maintenant un peu plus d'1 an en fait. Et clairement, en termes de concentration, en termes de maîtrise des comportements en fait, tu vois, alors dans la vie au quotidien, mais aussi dans le travail en fait. Tu vois, si par exemple tu fais quelque chose, tu attends beaucoup de résultats, la méditation en fait va t'apprendre à te détacher un peu des résultats.
sans pour autant devenir arrêter d'être compétitif en fait, tu vois. L'idée c'est de vouloir faire le mieux que tu peux, toi, mais vraiment te défoncer pour faire les choses. Par contre, si le résultat n'est pas là, c'est pas tout. Le résultat ne dépend pas que de toi en fait. Et la méditation te permet de comprendre ce genre de choses. Et c'est vrai que voilà, après, sur des choses où je me suis beaucoup investi, etc., et que des fois j'ai pas eu les résultats que j'attendais, je me suis vu me détacher du truc et faire mais c'est pas grave en fait, j'ai appris des choses et ça n'a pas marché. D'accord. Je pense qu'il y a ça, ça et ça, et tu vois. Et en fait, c'est ce bouquin qui m'a amené à la méditation, et la méditation m'amène à améliorer certaines choses derrière dans mon travail et dans la vie en général. En fait. Ça résume bien le fait qu'on peut avoir des a priori sur certaines choses, ne pas s'intéresser à certains sujets, et une fois qu'on se plonge dedans, ben, ça a un impact juste monstrueux sur nos vies, comme la méditation en Ouais, l'occurrence. et je pense qu'il faut, tu vois, pour le coup, la méditation, beaucoup de gens m'en avaient parlé, et je suis quelqu'un d'assez têtu, c'est pour ça que le livre de Tim Ferriss, il m'a fallu 3 fois pour le lire. Je travaille justement ce côté têtu pour essayer Ok, d'être moins têtu parce que ça empêche d'avancer. Mais la méditation, plein de gens m'en avaient parlé, et oui, ça avait l'air franchement très bénéfique sur énormément de choses, quoi. Mais moi, j'arrivais pas à m'en convaincre, et tant que je suis pas convaincu, comme tout le monde, hein, je vais pas m'y mettre, quoi. Et j'ai lu plusieurs livres en fait sur le sujet, mais je pense qu'à un moment, faut se forcer à justement, comme tu dis, aller dans ce sujet pour à un moment trouver quelqu'un qui va avoir une vision qui résonne avec nous en fait. Tu mhm, vois. Et là, le bouquin d'Anaris m'a vraiment, ok, la personne était vraiment comme moi, et du coup, c'est elle qui m'a convaincu de me mettre vraiment à la méditation sérieusement, quoi. d'accord. Ok, écoute, merci encore une fois pour ce partage.